Bulletin sportif, le podcast. Bienvenue encore une fois à cette nouvelle édition qui est l'avant-dernière de la saison 23-24. Très heureux d'avoir été avec vous, d'être encore avec vous. Il reste ce show aussi. Très hâte de vous présenter. Pourquoi? Parce qu'on parle de la grande finale de hockey collégial D1 masculin qui a pris fin, une victoire en 5 matchs du boomerang d'André Laurando. On va en parler évidemment avec Tristan Mack et Denzel Carigueya. On fait le tour de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Bref, une bonne discussion sur cette fin de saison très, très intéressante. Aussi, il faut en parler, une formidable victoire en flag football, au championnat canadien universitaire de flag football. Ben, dans ce championnat-là, il y a des équipes collégiales qui ont le droit et qui ont accès via qualification. Ben, non seulement des équipes collégiales se sont qualifiées, c'est une équipe collégiale qui l'a emporté depuis 3 ans. L'Université de Montréal gagne provinciaux, championnat canadien. Ben, la troisième année où est-ce qu'il y a un championnat canadien comme celui-là, l'Université de Montréal n'a pas réussi à défendre son titre. Elles ont été battues en prolongation par les Nomades de Montmorency. Une victoire de 13-12 sous la pluie. En prolongation, comme je vous dis, superbe performance, quelque chose d'extraordinaire. Donc, on en parle parce que je reçois comme invité de la semaine Anne-Frédérique Tardif de l'équipe des Nomades, celle qui d'ailleurs a attrapé le ballon en toute fin de match et qui a donné la victoire finalement à l'équipe du collège Montmorency à Laval. On en parle avec elle, on parle de son parcours, de ce que ça implique aussi, cette belle victoire-là pour le flag football québécois. Donc, soyez là, restez avec nous et écoutez, je pense que ce qu'on a vu là, je veux juste quand même prendre le temps de mentionner, je pense que ce qu'on a vu là avec cette victoire-là, avec ces victoires-là, parce que je vais mentionner celle du hockey aussi, notre sport collégial est très intéressant et très beau à voir et très bon. Puis les bassins de joueurs et d'athlètes et de joueuses sont là. Les entraîneurs, il y a de la qualité. Il faut donner de l'amour, il faut donner de l'investissement. Si vous êtes une entreprise qui avait le goût d'investir, de commanditer, regardez du côté du sport collégial. Il y a des belles choses qui se passent de ce côté-là et vraiment énormément de talent. Puis vous allez donner assurément un beau coup de main à des programmes qui produisent éventuellement des étudiants et étudiantes athlètes qui vont aller plus loin, qui vont faire des baccalauréats, qui vont faire des maîtrises. Donc, franchement, allez là. Je ne peux pas passer sous silence le fait qu'on n'entend jamais parler notre ministère et notre ministre de ce qu'ils veulent faire pour le sport étudiant. Oui, la sécurité dans le sport, c'est essentiel. Il faut un sport sain, il faut un sport sécuritaire. 100% d'accord. Est-ce qu'on peut aider notre sport étudiant? Est-ce qu'on peut créer plus d'équipes universitaires? Volleyball, basketball, football, hockey, est-ce qu'on peut s'arranger pour créer une force de sport étudiant chez nous qui a du bon sens, qui a de l'allure? Qu'on arrête de laisser partir notre monde un peu partout. Vous pensez qu'on est alarmiste quand on dit des choses comme ça? Non, on n'est pas alarmiste parce que nos meilleurs athlètes étudiants, étudiantes, athlètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont aux États-Unis, ils s'en vont ailleurs au Canada et souvent, ces gens-là ne reviennent plus. Est-ce qu'on peut les garder chez nous? Est-ce qu'on peut attirer d'autres étudiants athlètes, étudiantes athlètes qui viennent d'ailleurs pour venir chez nous à la place? C'est un investissement, le sport étudiant. Puis regardez, quand vous allez entendre l'entrevue d'ailleurs avec Anne-Frédérique Tardif, elle le mentionne elle-même. Elle ne sait pas nécessairement dans quoi elle voulait aller, dans ce qu'elle voulait faire dans la vie, mais le flag football va l'amener à l'université. Elle va faire un baccalauréat, peut-être même une maîtrise dans un domaine. Elle va sortir de là avec un diplôme et des diplômes parce qu'elle joue au flag football. Pensez-y, c'est une personne, vous allez dire une, il y en a pas mal plus. Offrez des occasions de faire du sport. Et Madame la ministre, le ministère des Sports fait partie du ministère de l'Éducation. Un peu de leadership, s'il vous plaît. Soyez là, soyez dans le game, embarquez, faites quelque chose parce que votre monde, vos étudiants athlètes, c'est votre monde, ils ont besoin de vous. Les gars, tantôt, ils m'ont dit qu'il manque sinon à Phil Marlowe et Denzel qui n'ont pas eu raison. Là. Ils le savent, ils le savent.
C'est comme quand un gars vient de se faire fourrer sur une feinte, il revient au banc, je pense pas que son coach a besoin de dire. C'est ça que je leur ai dit. Je leur ai dit, je pense qu'ils sont assez grands pour le savoir qu'ils étaient royalement dans le champ. Bon, royalement. Hey, laisse-moi le temps d'allumer ça, là, qu'on parte. Là. Ça vaut à peine d'en parler en ondes. Là. OK, go. Oui, nous voilà rendus à cette dernière parce que on a autour de la table un champion et une équipe championne à couronner, mais écoute, je pense que Denzel et moi devons nous incliner devant le champion de la prédiction et aussi membre de l'équipe championne. Alors, tu reçois-tu une bague pour ça? Parce que là, ceux qui ne savent pas, mais André Laurando est champion pour la 4e fois de son histoire. Une défaite vendredi pour amener ça en 5 matchs, une grosse victoire. 3-2 en finale. On va entrer plus dans les détails du match, là, mais Tristan, on a besoin du feeling du champion. Là, vas-y. Pour vrai, c'est un sentiment, c'est un gros sentiment que toute l'organisation a vécu dimanche, pensant des joueurs aux membres du personnel de recrutement, etc., les parents, les familles. C'était vraiment extraordinaire comme victoire. Puis surtout de le faire en territoire ennemi, chez des rivaux, dans un domicile où est-ce que c'est vraiment pas facile à jouer lorsqu'il y a au-delà de 1500 personnes, comme ce fut le cas dimanche au Colisée Cardin. Vraiment, là, une ambiance incroyable du côté du Colisée Cardin. Puis, vraiment, là, ça a été un match vraiment une guerre de tranchées. Ça a été une guerre de tranchées du début jusqu'à la fin. Le Boomerang a marqué tôt dans le match. Les Rebelles ont répliqué un deuxième but, une autre égalisation. Il n'a fallu qu'un avantage numérique de 5 minutes pour permettre au Boomerang là, d'aller chercher la victoire en fin de match. Mais tu sais, tout ce sentiment-là dans une victoire là, à l'intérieur d'une organisation, messieurs, tu sais, pour les staffs comme moi, comme Alexandre Dardenneau, comme Claude Morin, compagnie de ce monde dans l'équipe, pour nous, c'est tellement de gratitude parce que les joueurs ont été élevés en quelque sorte avec leur famille et tout ça. Puis bon, aussi niaiseux que ça puisse paraître, leur vie de hockey a commencé quand papa, maman les a déposés à l'aréna à 7 h du matin quand ils jouaient novice. Là. Ça a commencé là. Il faisait plus que les déposer. Il restait dans l'aréna puis il gelait. Là. C'est ça. Ça a commencé de même. Là, ils viennent avec nous autres. Puis, il y en a qui ne viennent pas de la porte à côté, là, puis qui décident de s'engager en André Laurando. Je pense notamment à Samuel Kimmerly, qui est un gars de Gatineau, mais je pense aussi à un jeune homme comme Elliot Jolette, qui a commencé dans le programme en titre de joueur dans la Division 2 et qui, messieurs, celui-ci vient de Deux-Montagnes et il a voyagé Deux-Montagnes, Montréal, à tous les jours en voiture. Dans le sud de Montréal, en plus, là, fait qu'il traverse un bout de la ville, là, fait que c'est pas... c'est toutes ces histoires-là qui font en sorte que nous, les membres du personnel, on n'a que de la reconnaissance à donner aux familles, aux joueurs et à leur dire merci de nous avoir donné confiance pendant toute l'année. Et pour ceux qui étaient là les années d'avant également, là, c'est toute cette épopée-là. Et c'est des joueurs qui ont grandi dans le programme. Il y en a qui étaient dans la Division 2 puis qui sont rendus dans le D1. Il y en a d'autres qui sont arrivés cette année, puis il y en a d'autres qui sont arrivés l'année passée dans la Division 1 à titre de joueurs de 17 ou de 18 ans. Alors, c'est un mélange de plein de facteurs. Et le Boomerang a eu raison des Rebelles. Et je pense que l'équipe peut être très fière de tout ce que les joueurs ont réalisé au cours des derniers mois. Puis, tu sais, là, je parle du personnel soutien sur la glace, puis au niveau du hockey, mais
Ça, c'est sans oublier tous les API, les travailleurs sociaux, la vie étudiante du Cégep André-Laurendeau, la direction générale, toutes ces personnes-là. C'est tout un écosystème, là, entourer une équipe sportive comme ça, là, Oui. puis un programme sportif. Fait que, non, tu fais très bien de le mentionner, probablement parce que toi, tu en fais partie, fait que tu le vois, mais ce qui est, ce qui a de la valeur aussi dans tout ça, c'est oui, c'est un événement pour les jeunes qui en ont fait partie. Ça a été un build-up parce que oui, ils ont passé 2 puis 3 ans avant de se rendre à faire ça. C'est fantastique, mais c'est justement aussi, c'est de voir comment tu bâtis une culture de programme dans laquelle des jeunes arrivent, finissent par sortir, sortent. Tu n'as pas tout le temps des championnats pour féliciter et remercier les groupes qui ont participé à ça et les joueurs et tout le monde de soutien. Puis là, peu importe le sport, peu importe les équipes, puis aussi dans le hockey collégial comme ça. Les championnats, c'est une équipe qui le gagne à la fin de l'année, puis c'est la récompense ultime. Mais tout ce travail-là, il est fait partout dans toutes les organisations. Puis être capable de créer des organisations qui le font un peu mieux que d'autres. Il y a tout le temps un élément de chance ici et là sur des longues runs de même. Là, puis il faut l'apprendre quand ça passe. Mais quand tu gagnes aussi souvent, comme le boomerang, puis je vais vous lancer des fleurs pour ça, quand ça fait 4 fois que tu es champion, c'est parce que tu as créé quelque chose dans la culture, dans ton organisation, dans la façon dont tu fais les choses, qui fait que les jeunes ont le goût de revenir. Le mot se passe. Tu réussis à bien recruter parce qu'à un moment donné, tu as fait des bonnes choses aussi. Donc, c'est pas juste oui, une chance, ça donne cette année, on a une bonne cohorte, l'année prochaine, on recommence à zéro. C'est pas ça, en fait. C'est quelque chose qui s'est bâti au fil du temps. Quand je dis il y a de la chance, c'est qu'avec ce même groupe-là, des fois tu gagnes, des fois tu vas perdre, mais le faire souvent, puis être souvent dans l'élite, ben c'est la preuve que tu fais des bonnes choses. Fait que un gros chapeau à Alexandre Dandonneau, notamment qui est le grand leader de ça, mais tous les gens que tu auras nommés, effectivement, Tristan. Puis, tu sais, Philippe, je ne veux pas faire de plug là, pour notre Fais-en pareil. Mais tu sais, là, tu as parlé des nombreuses fois que le programme a gagné. De 2013 à 2018, le programme a fait 5 finales en 6 ans. Champion en 2013, champion en 2017, champion en 2018, finaliste en 14 et en 15. Les années 14, 15, 16, là, il y avait un joueur en particulier qui était dans le programme qui a été fantastique pour le programme et qui aurait mérité d'avoir une bague de championnat, mais qui a été un vrai leader et qui a contribué à la construction de cette culture-là. C'est Félix Brassard qui joue présentement en Allemagne et qui a un record du côté du Boomerang avec ses 133 points en 108 matchs. C'est tout ça aussi, là. Alors, c'est toute une question de culture, de comment créer un environnement sain de performance, d'excellence, de développement pour les jeunes. Puis, je pense qu'on peut saluer le travail de mes collègues, mais également de plusieurs collèges. Je veux dire, l'année passée, là, Alma est passé à un but de battre les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent en finale de championnat. Et ça n'empêche pas qu'Alma a réussi également à connaître toute une année cette année avec une des équipes les plus jeunes dans le circuit, là. Exact. Puis revenons-en justement à ce qui s'est passé sur la glace en fin de semaine, parce que tu dis qu'Alma l'année passée, c'était à un but. Ben Sorel, cette année, c'était à un but aussi, parce que c'est très, très proche. Denzel, comment tu as vu ces matchs-là en fin de semaine? Vendredi, victoire de Sorel, force le 5e match. On se rappelle, là, Sorel perdait 0-2 dans la série. En fait, ça faisait 2 séries de suite qui perdaient 0-2. La première fois en demi-finale, on remontait contre Champlain-Saint-Laurent. 0-2 cette fois-ci contre le Boomerang. Remonte ça à 2-2. Et rendu là, ben, on sait qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour être capable de finir le travail. C'était devant leurs partisans. Ça aurait pu arriver. Mais Tristan l'a mentionné tantôt, une bataille de tranchées. Denzel, comment toi, tu as vu ça, là, ces deux matchs-là pour finir la saison? Et si on peut s'attarder au match numéro 5 de mon côté, je pense que le Boomerang a tellement bien entamé le match de marquer un but dans la première minute avec une ambiance aussi électrisante. Je pense pas qu'on pouvait mieux débuter un match décisif du côté d'André Laurendeau. Puis du côté de Sorel, de tirer de l'arrière 2-0
dans un match comme ça où est-ce qu'il y a un gros enjeu. Je pense pas que c'est le contexte où est-ce qu'on voyait nécessairement les Rebelles s'en sortir, mais encore une fois, ils ont été en mesure de brouiller les cartes puis de créer l'égalité. Je pense que du côté de Sorel, on a été en mesure de voir un Léo Saint-Michel très engagé. On a revu son trio à maintes et maintes reprises sur la surface glacée, mais au final, c'est vraiment l'infraction d'Eliott Lahaye en fin de troisième qui est un peu venu casser le rythme des Rebelles. Parce qu'à 2-2, je pense que les Rebelles ont eu d'excellentes chances de marquer. Oui. On est passé tout près, puis ça prenait seulement un but, mais cette punition de 5 minutes est vraiment venue hanter la formation d'Éric Messier qui, quand même, n'a pas joué un vilain match. C'est dommage que ça se termine de cette manière-là. Mais de mon côté, ça me tente de vraiment m'attarder à la production du noyau vraiment des Rebelles parce que offensivement, on a été très intéressant du côté de Côté, Saint-Michel, Prebzel, Arsenault-Roland, Lamy. Mais par la suite, c'est là que ça se complique parce qu'on a semblé manquer un peu plus de profondeur pour aller chercher ce gros but-là. Parce que du côté du Boomerang, lorsqu'on regarde la fiche statistique et la contribution de chacun des joueurs, c'est vraiment diversifié. Et pour moi, de voir un Maxime Rouleau inscrire ce but important, son premier des séries, je pense qu'il y a quelque chose quand même d'exceptionnel. Son deuxième ou son premier? Oui, son deuxième des séries. Il y a un but qui ne lui avait pas été attribué. Là, c'était du côté du Collège de la Flèche. Des fois, les officiels se mélangent de numéros et autres. Là. Les feuilles de match n'ont pas encore été changées, mais je peux vous confirmer que Maxime Rouleau, c'était son deuxième but des séries. Donc, ça parle vraiment de la production, puis surtout de la profondeur qu'on avait du côté du Boomerang, puis ça s'est retranscrit vraiment dans cette finale. Dans le match numéro 4, c'est Elliott Jolette qui inscrit le but, qui n'aura pas fait la différence, mais c'est quand même un but important dans cette série. Donc, on a été en mesure de vraiment bâtir une équipe qui aurait eu des joueurs qui, à chaque moment, auront été en mesure de se lever au grand moment. Puis c'est dommage du côté de Sorel de voir qu'au final, lorsqu'on regarde le classement des meilleurs pointeurs, on a 5 joueurs dans le top 10 sans pour autant avoir la grande bannière. Je pense qu'on peut se poser des questions quant à la profondeur qu'on avait dans cette équipe-là parce qu'il y avait 2 trios qui fonctionnaient très bien, mais par la suite, ça a été très difficile pour le reste du groupe d'attaquants. Puis, tu sais, ce qui a fait la différence du côté du Boomerang, aucun joueur dans le top 10 ou 12 des meilleurs pointeurs dans le circuit, c'était une force équilibrée. Autant à l'offensive qu'en défensive. Je m'explique en défensive. On a vu des joueurs comme Adam Gauthier, comme Mathieu Legendre, comme Elliott Jolette, Paul Slivka. Pas nécessairement les joueurs qui produisent le plus offensivement, mais ils se sont donné cœur et âme pour cette équipe-là. Et on a vu aussi une profondeur au niveau des gardiens de but. Pendant les séries du côté du Boomerang. Oui, Bellemare avait commencé les séries. Après ça, il y a eu une petite faiblesse contre Tedford. Alexandre Adonneau a changé son gardien de but, a envoyé Mathis Tessier. C'est ça qui a fait la différence contre les filons sans rien enlever aux filons ou aux autres joueurs du Boomerang. Et par la suite, ça a été un mélange entre Bellemare et Tessier pour compléter la finale. Quand on regarde le match de vendredi, le Boomerang a tout essayé, mais ce ne fut pas assez. Les Rebelles ont été plus coriaces, ont été plus opportunistes lors de leurs occasions de marquer dans le match numéro 4. Et c'est dommage pour le Boomerang parce que le centre Gadebois était plein, rempli, pleine capacité. Je vous le jure, là, messieurs, là, il y avait une file d'attente devant les portes de l'entrée de la glace Silvio Manta. Et la file d'attente faisait tout le lobby au complet. Je n'avais jamais vu ça avant. Ben c'est très, très bon signe. Ça veut dire que il y a un engouement pour ces événements-là de plus en plus. Je pense que le monde commence à comprendre la valeur, l'intérêt que ça a, mais la qualité aussi du jeu qui est offert dans le collégial aussi. Ça aide, ça attire. Extraordinaire comme ambiance. Pour vrai, là, c'était, je pense que c'est l'ambiance dans laquelle j'ai le plus apprécié d'écrire un match en 6 saisons dans le collégial. C'était absolument fantastique. Des bons partisans de chaque côté, beaucoup d'étudiants athlètes du côté d'André Laurando, beaucoup de partisans du côté des Rebelles. Bref, ça a créé
une belle ambiance. Et du côté du Colisée Cardin, tu arrives là, la lumière n'est pas allumée à la glace. Ça semble être, tu sais, là, la maison hantée de Sorel Tracy, là, pour le match 5 de la finale, mais c'est absolument fantastique. Et les joueurs du Boomerang ont très, très bien travaillé. Puis, quand on regarde l'ensemble du match, on voit plusieurs joueurs qui ont bloqué beaucoup de lancers dans le match, qui se sont vraiment là, sacrifiés pour l'équipe. Quand Richard Martel disait payer le prix, là, le Boomerang en a payé le prix. Puis la preuve, Olivier Charland a malheureusement dû payer le prix en zone neutre en changeant de direction avec Elliott Lahaye qui était dans son chemin. Alors, tu sais. Denzel, je vais en parler de ça justement. Tu sais, je veux pas mettre. Tu sais, c'est un beau moment, c'est la fin de la saison, puis c'est le Boomerang s'en va chercher ce championnat-là amplement mérité. Parfait. Elliott Lahaye, Denzel, t'en avais parlé avant que la série commence. Oh, ça va être un élément perturbateur. Ouais. Elliott Lahaye, bon, on le connaît, c'est correct, il fait ça. Oui, il y a des punitions à l'occasion. Peut-être que sa réputation le précède aussi à l'occasion, mais quand même, il se place dans des situations pour se faire punir. C'est correct, ça fait partie de la game. Tu le sais que ce genre de joueur-là va en avoir. Sur le jeu, là, je comprends là, que Louis-Olivier Charland change de direction. Mais, c'est un coup très dangereux, pareil, qui est donné là. Puis tu sais, je ne veux pas y mettre ça juste sur le dos à lui, parce que moi, je pense que la punition avant que celle que Léo Saint-Michel a eue a coûté cher en termes de momentum aux Rebelles aussi. Il faut aussi l'amener. Il n'y a pas eu de but du Boomerang là-dessus, mais à 9,55, Léo Saint-Michel s'en prend une punition. Puis 3 minutes plus tard, 1 minute après le jeu de la fin du jeu de puissance, Elliott Lahaye fait ça et ça coûte 5 minutes. Ultimement, ça coûte le match parce qu'il y a un but qui est marqué. Tu sais, on a vu le Boomerang cette saison être en problème de punition régulièrement. Puis on l'a souligné à plusieurs reprises à chaque fois qu'on analysait les séries qu'elle allait venir. Ah, le Boomerang va devoir gérer les punitions, gérer la discipline, gérer ça. J'ai trouvé qu'à des moments clés, et il n'y a pas plus clé qu'une fin de troisième période dans un 5e match où c'est 2-2, le Boomerang jouait de manière extrêmement disciplinée dans cette série-là en général. Je les ai trouvés disciplinés, solides. Le message d'Alexandre Dandonneau a visiblement bien passé. Les joueurs entre eux savaient ce qu'ils s'en allaient faire. T'sais, on n'a pas vu des Milo Cerny perdre la tête puis essayer d'arracher la tête à tout le monde. Non, mais c'est parce que Milo Cerny a un rôle à jouer où est-ce qu'il va aller frapper des gars. C'est fatigant. Mais oui, c'est un fatigant, mais tu sais, j'ai aimé voir que ce gars-là s'est concentré à être un bon joueur robuste plutôt qu'une peste. Puis, tu sais, ça a fait la différence. Tu sais, la nuance est là. Elliott Lahaye, je trouvais qu'il jouait la peste. Puis, ça a peut-être coûté. Puis, à quel point il voulait donner un coup de genou. Ça va vite, hein, ces jeux-là. Là, je ne veux pas non plus penser qu'il s'en venait là avec l'intention de blesser quelqu'un. Mais clairement, il s'en venait. Quand ça arrive, ces histoires-là, c'est parce que tu reach un peu, permettez-moi l'expression, tu reach pour avoir ta mise en échec. Le Ghost House, ben, tu t'en vas essayer de le rechercher. C'est un réflexe, là, c'est une fraction de seconde, mais tu reach tellement pour essayer de l'avoir que c'est dans ce temps-là que ça arrive. Et à qui ça arrive, ces histoires-là? Souvent à ce type de joueurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'aller chercher la mise en échec, ils ont besoin d'aller faire le jeu. Ils s'en allaient pas chercher une rondelle, lui-là, il s'en allait frapper le meilleur joueur ou en tout cas un des meilleurs joueurs de l'autre côté. Puis ça a coûté très cher. À la fin, ultimement, la discipline a eu un impact majeur et contrairement à ce qu'on pouvait penser avant que ça commence, ben c'est les Rebelles qui ont payé ce prix-là plutôt que le Boomerang. Ben justement, je pense que l'AS s'est vraiment mis dans une situation très compromettante en allant tenter d'aller heurter un des joueurs avec le centre de gravité le plus bas, qui est tellement rapide sur ses patins en plus, dans le plein centre de la surface glacée. Ça laissait beaucoup de place à Charland pour l'éviter. Puis à ce moment-ci de la partie, est-ce que c'était vraiment nécessaire de tenter la mise en échec spectaculaire? Je ne pense pas. Puis après, tu l'as mentionné, Phil, je pense qu'au niveau des minutes de pénalité, là est à 33 minutes. Je pense qu'il n'y a aucun joueur du Boomerang qui dépasse 20 minutes depuis le début des séries éliminatoires. Donc, ça part de l'importance, puis surtout de la mentalité dont on a abordé les séries éliminatoires, parce qu'en saison régulière,
le Boomerang était l'équipe la plus punie de la ligue. Puis on était en mesure de faire cet ajustement-là. Puis tu l'as mentionné, d'être physique avant le sifflet, mais de ne pas l'être lorsque c'est sifflé. Il y a vraiment une nuance à avoir. Puis à chaque fois, on voyait des joueurs retenir d'autres qui tentaient peut-être d'en mettre un peu trop, mais on a été capable de vraiment canaliser nos énergies à chaque moment. Puis ça s'est joué vraiment sur un moment peut-être d'inattention, j'ai envie de dire, un manque de lucidité d'Elliott Lahem, mais c'est certainement un joueur qui aurait été en mesure de mettre son nom sur cette finale-là, mais pas de la bonne manière. Ça reste que je pense que c'est vraiment ça qui a coûté le match aux Rebelles. Puis ça coûte quand même un cheminement de 3 ans avec le même groupe de joueurs. Je pense que c'est là où est-ce que ça vient faire très, très mal du côté de Sorel Tracy. Surtout quand on a vu la manière dont ça s'est terminé. On sentait vraiment que les joueurs étaient frustrés. Mais après, je pense pas que c'était nécessaire d'aller donner des coups sur l'équipement des joueurs du Boomerang, du Cégep André Laurando. Je pense qu'il y a certainement un point qu'on devrait soulever, que une finale devrait toujours se terminer dans un bon esprit sportif. Puis c'est dommage qu'on ait assisté à un comportement de cette sorte-là. Ben exact. Là, Denzel, t'amènes ça sur la fin du match, à la toute fin de la partie. Une fois qu'on était rendu à se serrer la main, ben en fait, avant de se serrer la main, au moment du coup de sifflet final, on voit les joueurs des Rebelles là, donner des coups de pied sur les casques puis les gants qui traînent au sol en s'en retournant. Bon, frustration, pas nécessaire. Sur l'équipement, Philippe. Mais là, exact. Oui, puis là, c'est là qu'on est allé encore plus loin. À un moment donné, on commence à donner la main. Là, en tout cas, ce qu'on voyait sur la séquence vidéo, c'est la bande à Éric Messier qui refuse de serrer la main aux entraîneurs du Boomerang. Bon, en fait, j'ai vu, ouais, c'est ça, je vais te laisser expliquer, là, parce que j'ai vu qu'après ça, Alexandre Dandonneau, évidemment, a été puni pour abus verbal et inconduite. Pendant ce temps-là, par contre, Marquis Morin, tentative de blesser. Lui, on l'a vu se diriger. Je n'ai pas vu le coup, par contre. Fait que Tristan, je vais te laisser nous expliquer ça parce que ce que tu as vu. Il y a certaines choses que moi, je n'ai pas vraiment vues parce que je n'étais pas nécessairement à côté d'Alexandre Dandonneau pendant la poignée de main. Là. J'étais dans les derniers pendant la poignée de main. Mais peu importe, un seul joueur des Rebelles a accepté de serrer la main d'Alexandre Dandonneau et c'est Charles-Étienne Lamy. Le reste, il n'y a pas eu de poignée de main envers l'entraîneur-chef du Boomerang. Par la suite, Marquis Morin, je n'ai pas trop vu ce qui s'est passé là. Peut-être un commentaire qui s'est dit. Non, c'était plus que ça, parce que, en fait, oui, il a peut-être réagi à un commentaire. Oui, tu as raison. C'est peut-être un commentaire qui a fait en sorte qu'il a amorcé son geste, peu importe. Oui. J'avais pas d'enregistreur qui était là, puis je ne l'ai pas vu, peu importe. Puis après ça, on a vu certains joueurs des Rebelles, dont Louis Dumoulin donner directement un coup de bâton sur le masque de Mathieu Tessier. Tu sais, c'est des gestes qui ne sont pas nécessaires. L'équipe vient de perdre. Et je dis ça comme ça. Les Rebelles ont balayé Alma. Ont fait une remontée incroyable contre Champlain-Saint-Laurent. Ont fait une belle remontée contre André Laurando et n'était qu'en un seul but de battre André Laurando ou d'égaler la marque, puis après ça, on ne le saura jamais. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de sortir de la frustration de la sorte? Y a-t-il vraiment de la frustration par rapport au fait que, je comprends peut-être que l'équipe est perdue, c'est correct, ça peut arriver. Mais est-ce que la frustration va changer tout l'apprentissage que ces jeunes-là ont fait en 3 ans dans le programme des Rebelles et surtout avec la force de caractère qu'ils ont gagnée et de laquelle ils ont apprise pour leur dernière année en séries éliminatoires? Non, c'est la question que je me pose, Philippe. Non, mais tu as raison, mais puis, tu sais, je ne suis pas là. Il y a du positif dans ce qu'ils ont fait. Il y a du positif dans leur règle de play-off. Il y a énormément de positifs, mais malheureusement, ce qui arrive, tu sais, puis il faut en parler, puis je trouve ça plate qu'on soit obligé d'en parler, mais il faut en parler. Moi aussi.
Puis moi, j'ai la chance, façon de parler, d'être dans une situation complètement indépendante. Tu sais, Tristan, je sais que tu as ton opinion puis est nécessaire pour nos analyses. Puis, tu sais, je le sais que tu fais des choses avec le plus de droiture possible là-dedans, mais veux pas par défaut parce que tu es avec André Laurando, il y a quelqu'un qui peut dire « Ouais, mais voici sa perspective ». Moi, je vais dire que ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu, puis ça vaut ce que ça vaut. Mais ce que j'ai vu me donne l'impression, on parlait de culture tantôt, et je ne suis pas dans les vestiaires, je ne suis pas dans les couloirs, je ne suis pas là, fait que mon opinion vaut bien ce qu'elle vaut, puis il y a quelqu'un qui va pouvoir dire que je dis de la bullshit, il fera ce qu'il veut. Moi, pour moi, ce que ça m'a montré là, c'est une culture. Parce qu'une bonne culture, l'entraîneur de l'équipe, les entraîneurs de l'équipe, qu'il y ait une animosité ou non, une antipathie ou non, tu serres la main à l'adversaire après un championnat. Refuser de le faire, c'est vraiment pas fort. Vraiment pas fort. Quel message tu envoies? Après ça, tu veux pas, ça permet à tes joueurs qui ont une frustration, tu viens de valider le fait qu'ils ont le droit de l'exprimer. Parce que là, les coachs viennent d'exprimer leur frustration en refusant de donner la main. Et peu importe la raison qu'ils vont donner pour avoir refusé de donner la main, là. OK? Tu viens de lancer un message comme celui-là. Moi, personnellement, j'aime pas ça. Après ça, si les gens viennent m'expliquer, il s'est passé ci, il s'est passé, je vais peut-être comprendre le geste, pourquoi il est arrivé. N'empêche, il y a des gens qui sont en position depuis longtemps dans l'organisation des rebelles, OK? Et il y a des très, 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 très bonnes personnes dans l'organisation des rebelles. Là, le point n'est pas de dire c'est tout des pas fins, là, c'est vraiment pas ça. Mais cette situation-là envoie un très mauvais message. Et je me demande à quel point, justement, c'était pas quelque chose que les coachs s'étaient dit entre eux, peu importe ce qui arrive, on ne serre pas la main. Si jamais on perd, on ne serre pas la main. Est-ce que c'était quelque chose qui avait déjà dans la tête ou quelque chose qui est arrivé sur le moment qui a fait ça? Je le sais pas. Mais nonobstant ça, il y a quelque chose qui n'est pas fort là-dedans, puis j'apprécie pas. Je trouve pas ça bien. Tu peux te battre comme un chien pendant les matchs. Il y a quelque chose de noble à vouloir tout faire pour gagner. Mais quand c'est fini, l'esprit sportif, ça revient à ça. C'est des bonnes valeurs d'esprit sportif. Ça aussi, ça fait partie de l'encadrement des jeunes que tentent les mains. J'ai trouvé ça malheureux, puis je trouvais ça triste de voir ça finir de même. Même si, pour la petite histoire de la rivalité entre André Laurando et Sorel, ça fera partie d'un autre chapitre, puis dans quelques années, on va en rire en disant, bon, rappelez-vous, il s'est passé ça. Mais ça reste que... Le pire, Philippe, c'est que dans toute la série, il n'y a eu aucune animosité. Aucune! Il n'y a pas eu de mêlée générale. Il n'y a pas eu de coup cochon. Il n'y a pas eu de coup délibéré. Il n'y a rien eu. Ni même une prise de bec entre les deux entraîneurs à travers les baies vitrées des bancs ou à travers les bancs. Il n'y a rien eu de ça. Il n'y a rien eu. Aucune équipe a fait quoi que ce soit, là. Puis c'est juste à la poignée de main qui est arrivé quelque chose que je ne sais pas parce que je n'étais pas à côté de la situation lorsqu'il y a eu l'histoire de Marc-Élie Morin. Puis bref, je ne veux pas me mêler à travers tout ça. Mais ce que je peux vous confirmer tout de suite, de ce que j'ai vu de la poignée de main quand j'ai été en ligne, ça s'est fait dans le calme. Puis par la suite, le reste, vous pouvez le voir sur les images vidéo de la web diffusion. Je n'ai pas besoin d'en ajouter d'autres. Puis, je ne veux pas exprimer d'opinion ou quoi que ce soit par rapport à cette situation-là, parce que justement, cette série-là s'était déroulée dans le calme. Les deux organisations avaient fait leur travail, avaient fait les efforts pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune animosité dans quoi que ce soit qui arrive, autant au centre Gadebois avec les mesures sécuritaires qu'il y avait eu pour faire en sorte qu'aucun partisan ou autre fasse des conneries. Puis, je trouve ça triste. Je trouve ça triste que ça se termine ainsi. Bon. Finissons avec ce volet plate. Ramenons-nous aux festivités. Ça s'est bien passé après
le party, tout le monde a eu du Oui. fun, puis ça Oui, s'est je passé pense dans la que joie et l'allégresse. je pense que l'organisation a bien apprécié, les joueurs aussi. Je pense que les parents ont accueilli les parents. joueurs d'une belle façon. Oh que oui, oh que oui, les parents étaient très, très fiers des jeunes. Évidemment, c'est sûr que bon, les joueurs d'André Larando, l'organisation est restée pendant un certain temps là, au Colisée Cardin. Mais après ça, juste pour vous montrer combien André Larando a été responsable dans ces mesures là, pour les joueurs et autres, lors du déplacement du centre Gadebois jusqu'au Resto Pub, là, où est-ce qu'il y a eu le souper d'équipe et tout ça. C'était le chauffeur d'autobus qui a conduit. Et aucun joueur n'a pris le volant. Excellent, excellent. Alors, tu sais, des fois, oui, c'est plaisant de célébrer tout ça, mais il ne faut pas oublier non plus là, qu'il faut le faire avec modération et tout en respectant les règles de conduite et de civisme. Absolument, absolument. Là, les gars, on a eu droit à une saison fantastique. On a analysé ça ensemble toute l'année, semaine après semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre travail acharné pour le faire, votre passion pour ça. Votre connaissance est incroyable. C'est franchement extraordinaire de travailler avec vous et d'avoir la chance d'entendre vos analyses tout le temps. Est-ce que l'an prochain, on va avoir des équipes? Est-ce que selon vous, puis là, je vous demande pas de vous mouiller puis aller jusqu'à dire qui va faire la finale, faire comme Tristan qui, au début de l'année passée, avait déjà annoncé que ça allait être les Rebelles contre le Boomerang. Ils sont en félicite. D'ailleurs, Tristan, le chef des prédictions, ceci dit. Mais est-ce que l'an prochain, vous voyez déjà une équipe là, qui, selon vous, va partir avec une ou deux équipes, là, peu importe le nombre, avec une longueur d'avance? Moi, du coup, je vois deux formations là, qui vont être dangereuses l'année prochaine. Les Cougars du Collège Champlain-Lennoxville, ils ont eu tout un recrutement. Beaucoup de joueurs des cantonniers de Magog là, qui se joignent à la formation de Dominique Desmarais. La question qui tue toutefois, c'est combien d'eux feront la LHJMQ et combien d'eux resteront dans l'organisation des Cougars. Mais une chose est certaine, la formation de Dominique Desmarais là, va rendre la vie difficile de bien des formations l'année prochaine. Puis je vois également les lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe. Je pense qu'avec tout le travail de Gabriel Doyon et certains joueurs qui se joignent à cette équipe-là, je pense que ça va être intéressant. Alma aussi, il ne faut pas l'oublier, une très jeune équipe cette année. Beaucoup de vétérans qui reviennent. Alors, je vois pas mal Cougar, Alma, Saint-Hyacinthe, là, parmi les trois équipes les plus menaçantes l'année prochaine. Excellent. Denzel? De mon côté, j'avais aussi ciblé Lennoxville avec la signature d'un certain Gabriel Kochstein, Hansford, qui pourrait aussi lui aussi se joindre à la formation de Dominique Desmarais. Par la suite, j'ai St. Lawrence, tout dépendant qui sera de la formation l'année prochaine. Est-ce qu'un Bello ou bien un Loisel va être premier à la LHJMQ? Ça reste à voir. Puis, j'ai envie de dire les Griffons du Cégep de l'Outaouais aussi. Je pense qu'il y aura une équipe qui va être très, très bonne sur papier. Hâte de voir comment on va être en mesure de vraiment greffer des joueurs à la formation de Maxime Villeneuve-Ménard. On avait une des équipes les plus jeunes du circuit cette saison, puis on va vouloir aller dans la continuité avec le même noyau de joueurs. Donc, ça semble être très intéressant qu'est-ce qui va se passer en Outaouais. Mais, comme le dit Tristan, c'est ça. On dépend toujours de qui reste et qui va aller justement dans la JMQ ou quoi. Mais bref, je pense que l'année qu'on vient d'avoir, l'année prochaine qu'on va avoir, Tristan a mentionné l'affluence dans les différents arénas pour voir les gros matchs. Il est plus que temps que notre hockey universitaire ou que nos universités surtout allument, que notre ministre trouve une façon de s'impliquer pour encourager les universités à créer des programmes. Évidemment qu'il y a un paquet de joueurs de la LHJMQ qui vont toujours remplir les programmes de hockey universitaire, oui, mais on pourrait en parler longtemps, là, mais avec la NCAA qui veut ouvrir le marché, si on veut, de la Ligue canadienne de hockey, permettre à ces joueurs-là de venir dans la NCAA,
il va peut-être avoir de la place pour des gars qui jouent collégial D1 pour se rendre éventuellement. Ton micro est fermé, Tristan, soit dit en passant. Il ne faut pas l'oublier non plus. Dans la NCAA, maintenant, il y a le fameux portal. Là, oui, absolument. Il fait en sorte là, que les joueurs peuvent mettre leur nom sur ce portail-là et qui fait en sorte que, mettons que tu vas à l'université Clarkson, tu n'es pas heureux à Clarkson, ben Minnesota Duluth du Minnesota State peut aller prendre tes services pour compléter ton parcours universitaire. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'on pourrait en parler longtemps, parce qu'à un moment donné, on rentre dans les dédales de la vie de la NCAA. Mais c'est juste pour dire que y a d'excellents joueurs de hockey qui jouent au niveau collégial, qui sont là, qui sont présents, et on n'entend pas parler d'eux. Pourtant, pendant ce temps-là, on entend parler de USPHL qui va venir s'installer ici. On entend parler de toutes sortes d'affaires, mais le hockey collégial D1, on n'en parle pas assez. Et puis, ça fait en sorte que, malheureusement, un paquet d'exploits qui passent un peu beaucoup sous silence. Puis, pas l'exploit pour l'exploit, mais pour la qualité du jeu qui est offert. Ceux qui auront assisté à des matchs ou qui auront vu des matchs des éliminatoires cette année, qui auront vu cette belle finale-là, franchement, on savent de quoi on parle. Et je pense qu'il y a plus de joueurs qui méritent d'avoir un débouché plus loin au niveau universitaire, chez nous au Québec, qu'on arrête de les laisser partir un peu partout, de les envoyer du jouer junior A dans l'espoir qu'ils puissent sortir du Québec encore une fois le plus vite possible. Malheureusement, c'est ça que ça fait, c'est que ça sort des bons athlètes, mais des futurs bons leaders du Québec qui s'en vont étudier ailleurs et qui risquent de quitter pour longtemps. Fait que malheureusement, on enlève ces opportunités-là quand on propose pas assez d'équipes sportives au Québec. J'espère qu'un jour, on va voir ça déboucher un peu. Il faut absolument qu'il y ait des débouchés pour les rangs universitaires. Tu sais. Oui, il y en a qui vont venir de la LHJMQ, mais il y en a beaucoup aussi là, de la LHJMQ qui vont monter soit dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale, dans le cas des exceptionnels. Après ça, qui est en dessous du junior majeur? Oui, il y a peut-être le junior 3A qui a quand même des joueurs qui peuvent être intéressants, surtout les vétérans qui sont à maturité, qui ont complété leurs études et tout ça. Mais l'option de la voie collégiale, tu as plein de jeunes de 17 à 19 ans qui sont en plein développement, qui sont en train de changer pour le mieux et qui vont jouer dans la ligue universitaire et qui pourraient jouer dans la ligue universitaire. Alors, il faut absolument qu'il y ait des débouchés c'est ça qui manque actuellement au Québec. Tu peux pas opérer avec seulement 3 équipes universitaires Division 1, puis quelques équipes qui appartiennent même pas au Québec, vu ultimement, parce qu'ils jouent en Ontario. Puis tu peux pas avoir quelques équipes dans l'universitaire des deux si tu n'as pas encore développé ton universitaire des 1. Non, c'est ça, exact. En tout cas, regarde, ce sera mon mot pour terminer tout ça parce que j'apprécie énormément ce que je vois depuis des années avec le hockey collégial D1. Je pense que ça mérite le plus de vitrine possible, le plus de lumière possible. Et vous y contribuez grandement, messieurs, par votre travail. Quand vous faites la description mais vos analyses à chaque semaine avec nous à Bulletin Sportif. Fait que, au nom de tous ceux qui nous écoutent puis tous ceux soit qui apprécient ou qui ne sont pas d'accord, mais peu importe, qui prennent le temps de nous écouter. Un gros chapeau, les gars, pour cette saison-là, puis merci encore. Ça fait toujours un très grand plaisir. Je peine à dire que c'est déjà une 5e ou une 6e saison dans mon cas avec André Larando. C'est une 3 ou 4e cohorte que je vois partir d'ici, là. Puis Denzel peut le dire autant que moi. Ça vient toujours nous chercher à chaque fois qu'on voit des étudiants athlètes qui quittent et qui sont rendus à un autre niveau. Et c'est pour eux qu'on le fait. C'est pas pour nous, c'est pour eux qu'on le fait. Yes. Je pense pas que je peux plus rajouter que ça. Honnêtement, c'est toujours un plaisir de venir parler avec vous, messieurs aussi. Je pense qu'on doit te remercier aussi, Phil, pour la structure puis l'occasion que tu nous permets aussi de discuter avec toi semaine après semaine. Je pense qu'on a une excellente plateforme qu'on utilise
pleinement. Puis je tenais aussi à te remercier. Je suis sûr que les auditeurs aiment ça quand on se trompe, quand on réussit aussi. Mais Les joueurs aiment ça quand vous vous trompez, messieurs. Ça, je peux vous le confirmer. Ça dépend desquels. Excellent. Ben écoute, on se retrouve l'an prochain. On se trompera à nouveau l'an prochain. Et je vais essayer de. Ben, je vais essayer. Je ne sais pas s'il faut que j'essaye, mais peu importe. Je continuerai peut-être sur ma lancée de mauvaises prédictions dans le sport collégial en général. Ça a l'air que ça rend du monde heureux. Fait que moi, c'est à la fin, c'est juste ça qui compte. Merci encore, guys. Puis à l'année prochaine. Salut, bon été. à l'année prochaine. Entrevue de la semaine. Cette semaine, on reçoit de l'équipe de flag football des Nomades du Collège de Montmorency, Anne-Frédérique Tardif. Salut Anne-Frédérique. Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, merci. Votre équipe, là, on va en parler amplement. Votre équipe a accompli un exploit extraordinaire en fin de semaine. Vous étiez au championnat canadien de flag football universitaire. Là, on va expliquer pourquoi une équipe de cégep se retrouve là. Mais en fait, on en a parlé un peu avec Chloé Corbeil la semaine passée, mais avec toi, on va en reparler. Comment une équipe collégiale s'est retrouvée justement au championnat canadien universitaire. Mais ça, s'y retrouver, c'est une chose. Mais là, vous l'avez gagné, ce championnat-là. C'était juste phénoménal. On regardait les pointages des pointages. J'ai fini par regarder évidemment la finale. Je ne voulais pas manquer ça. Raconte un peu le parcours parce que c'est quand même toute une histoire. Ben, c'est sûr qu'en arrivant en fait, au tournoi, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. C'est sûr qu'on savait qu'il y avait quand même le top 3 des universités que, honnêtement, personnellement, avant d'être allé au tournoi, je ne croyais pas vraiment. Ben, je croyais en nos chances de pouvoir vaincre des universités. Mais de là à comme, gagner contre Concordia, UQAM et l'UDM, honnêtement, je ne sais pas à quel point je me voyais dans cette situation-là. Mais on a vraiment donné comme. On a vraiment montré de quoi que notre équipe est capable par notre force de caractère. On a pu justement jouer les games. Puis déjà là, en fait, la première journée, quand on a battu l'UQAM, déjà là, ça nous a vraiment quand même surpris, puisqu'on ne s'attendait peut-être pas à ça. Parce que l'UQAM était quand même une équipe déjà très forte là, au départ, mais en plus, il était hot là, au printemps. Là. Il avait gagné quelques événements. Là, fait que c'était comme l'équipe de leur façon de parler. Puis c'est ça, la première journée, vous allez les battre dans vos matchs de poule, ce qui est quand même déjà quelque chose de spécial. Ça nous a vraiment impressionné, mais c'est sûr que jouer contre des universités et des filles qu'on regarde, ça fait 3 ans que le sport, en fait, le flag football est à l'université. Ça fait déjà 3 ans. Je me rappelle dans mes premières années collégiales, je regardais comme les filles de l'université, puis j'étais comme wow, comme c'est fun de voir que ça se développe, qu'il y a vraiment des bonnes filles. Fait que de jouer contre l'UQAM, puis de réussir, comme on leur a donné une bonne game, puis on a vu que c'était possible. Puis, ouais. Fait que là, vous croyez, à ce moment-là, vous avez cru que c'était possible. Puis c'est ça qui est cool, c'est que tu l'as mentionné, vous avez battu les 3 équipes. Fait que c'est pas juste un concours de circonstances qui fait que tout le monde se fait éliminer autour de vous puis vous retrouvez. Non, vous avez battu l'UQAM en situation de poule, ce qui est déjà une chose. Ouais. Après ça, en quart de finale, c'était Sherbrooke, je pense que vous affrontiez. Ouais. Vous avez battu Sherbrooke en quart de finale. Oui, on était quand même pas contents. En fait, que ça nous a quand même bien positionné de finir première de notre classement. Donc, on a dû affronter Sherbrooke. C'était aussi, en fait, l'année passée, c'était les 4. Il était dans le top 4 universitaire. Puis vous aviez fini 5e quand même l'an passé. Il faut quand même le mentionner. Vous ne sortez pas de nulle part non plus. Vous étiez une très solide équipe. Vous aviez un peu, pas un peu, vous aviez l'expérience de ce moment-là quand même, sans vous être rendu en finale. Vous étiez quand même 5e l'année passée. Oui. Donc, le fait d'avoir joué contre Sherbrooke, l'année passée, on n'avait pas joué contre Sherbrooke. Donc là, cette année, on était prêts à les affronter. Puis, on a donné une très belle game qui nous a amené en direction demi-finale contre Concordia. Puis, c'est sûr que Concordia, l'année précédente, on avait quand même donné une bonne game. Ils avaient réussi quand même à gagner, comme je pense que c'était... Je ne me rappelle plus du pointage exactement, mais ils nous avaient quand même battus, mais on avait été capable quand même de les tenir un peu.
Puis c'est là que ça nous a amené en demi-finale, que honnêtement, on se faisait, première demi, on se faisait rentrer à chaque coup, on n'était pas capable de rentrer, on a perdu des opportunités qu'on n'était pas capable. On arrivait, on drivait le terrain, puis arrivé à la fin, on n'était pas capable de rentrer. C'était 20-0, hein, si ma mémoire est bonne à un moment donné, Je ou pense c'était pas loin de ça? la demi, je crois que c'était 32-12. OK. Fait qu'il y avait 20 points d'écart, en tout cas. Oui, exactement. Je pense même, ouais, si je ne me trompe pas, je ne suis pas certaine exactement. Mais, ouais, donc à la demi, on perdait, puis on voyait que l'autre équipe, ils croyaient que c'était la fin pour nous. Mais nous, on s'est dit que non, c'est pas la fin pour nous, puis on va se battre jusqu'à la fin. Donc, on a réussi à remonter. Puis, ouais. À quel point votre victoire contre l'UQAM vous a préparé à tout ça, puis votre grosse performance contre Sherbrooke, parce que vous ne les avez pas battus juste par un point non plus, là, c'est une grosse victoire très claire. À quel point, justement, ça vous a préparé mentalement à vous dire on peut le faire? Parce que ça restait que être en arrière comme ça à la demi, contre une équipe que déjà avant d'arriver au tournoi, vous voyez comme OK, ça c'est le top 3, c'est un peu l'inaccessible façon de parler. C'est les vraiment 3 grosses machines du flag football. À quel point, justement, ces victoires-là, avant, vous ont préparé, vous ont dit non, regarde, on va l'essayer pareil, on n'a rien à perdre. Parce que vous auriez très bien pu dire OK, mission accomplie, on va jouer pour la 3e place, puis c'est beau. Oui, exactement. On s'est dit, c'est sûr qu'en ayant battu CAM, ça nous a comme donné de la confiance. On s'est dit, on est capable, on est prêt d'affronter Concordia. Puis, justement, comme on s'attendait, quand on est arrivé en quart, on était comme, quand on est arrivé en demi, on était comme, pourquoi pas l'essayer, pourquoi pas foncer. Puis, en fait, qu'est-ce qui nous a fait, je pense que qu'est-ce qui nous a vraiment aidé, c'est que nous, on n'avait vraiment rien à perdre dans ce tournoi-là. Puis, on avait juste à gagner. Donc, vu qu'on n'avait rien à perdre, on ne se mettait pas la pression de jouer contre des équipes aussi fortes. Donc, le fait, on n'a pas eu le sentiment d'infériorité. On s'est dit qu'on est à la même place, on est au même niveau qu'eux. En ce moment, la seule affaire qu'on peut faire, c'est de jouer comme nous, on est capable de jouer, puis pas de se sentir inférieur par leur titre ou par leur histoire. Puis, fait que finalement, contre Concordia, vous finissez par remonter la pente, vous rendre en prolongation, aller gagner ça en prolongation. Ça, est-ce que à ce moment-là, puis là, je ne parle pas au moment où vous gagnez, évidemment, il y a de la joie en masse, mais à quel point, à ce moment-là, pour vous autres, c'était comme la grosse affaire où vous êtes rapidement tombé en mode c'est pas fini, on a un autre match à aller chercher. Comment ça s'est passé, ça? Je parlais un peu de la demi. Ouais. Quand on a vu le pointage, c'est sûr qu'on était dans une mauvaise position. Mais je me rappelle d'avoir dit aux filles, les filles, c'est pas fini, on est capable de le faire, le comeback, on est capable de le faire, on les arrête, puis on va travailler en équipe, puis on va être capable de le faire. Puis le fait qu'on n'aille pas baisser les bras, puis juste avec notre gestuelle, on était quand même en train de s'encourager, on était capable de... On n'a pas baissé les bras. Tandis qu'il y en a, avec un grand écart de même, c'est facile de juste comme baisser les bras puis de pas continuer. Mais nous, on s'est dit, tant que la game n'est pas finie, on va pas leur laisser la game facile. Fait qu'on a déjà là, à la demi, on s'est parlé, on a communiqué, la défense a parlé ensemble, l'attaque a parlé ensemble. Puis, collectivement, on s'est dit que c'était notre game. Donc, dès qu'on est rentré sur le terrain, cette game-là, en fait, on a accordé un seul TD en deuxième demi, de l'autre, en fait, pour Concordia. Puis après, notre défense a fait vraiment, vraiment un beau travail. A arrêté avec les interceptions de Pénélope, mais en première demi aussi d'Élodie Lachapelle. Puis après, quand on a réussi à re-rentrer et à driver le terrain, on savait que dès qu'on scorait, on savait qu'il nous en restait encore moins avant de gagner. Mais pas de gagner, mais avant de rattraper le retard qu'on avait pris en première demi.
Mais il a fallu que ce soit quand même, c'est ça, une affaire d'équipe aussi, là, dans le sens que, comme tu dis, ça ne peut pas être juste 2-3 filles qui y croient. Il a fallu rapidement que tout le monde se mette en mode à y croire parce que, oui, rien à perdre, mais autant tu peux te dire j'ai rien à perdre, mais à cause que tu dis j'ai rien à perdre, quand tu vois que tu es en train de trop te faire battre, tu n'as peut-être pas tout le temps l'énergie non plus pour te dire on va remonter. Rien à perdre au départ, c'est une chose. Remonter, ça prend une force de caractère. Il faut que tu décides de le faire. C'est spécial de faire ça quand même. Puis ça prend, j'imagine, beaucoup de leadership, beaucoup de leaders dans l'équipe qui, elles, ensemble, tout entre vous autres, vous avez réussi à vous regarder. Puis tu le disais, la gestuelle était là, c'était positif. Il y avait. C'est spécial de retrouver un groupe qui est capable d'avoir cette force-là ensemble là, aussi quand même. Oui, vraiment. C'est honnêtement, notre équipe, je pense que c'est une des choses qui va me manquer le plus à Montmorency. C'est justement, on est vraiment une équipe unie qui est capable de... On est quand même des joueurs similaires qui veulent, qui abandonnent pas, on est positifs, puis on s'écoute, puis on se fait confiance. Je pense que c'est ça qui nous a aidés à avoir ce championnat-là. C'est qu'on n'a jamais baissé les bras, puis on a vraiment été positifs tout le long du tournoi. Puis, ouais. Puis contre Montréal, parce que Montréal, bon, c'est Montréal, ils gagnent tous les gros titres, les championnats provinciaux, les championnats canadiens, c'est Montréal. Montréal est coaché aussi par des entraîneurs reconnus, même internationalement. Là, les gens ne se font pas tout le temps une idée, là, qui ne sont pas dans le monde du flag, mais Alexandre Desjardins, là, il est reconnu, là, c'est coach équipe Canada, il y a une grosse reconnaissance. Et c'est lui l'entraîneur-chef à l'équipe, avec l'équipe de l'Université de Montréal. Fait que, il y a quand même un aura d'excellence autour de cette équipe-là. Vous êtes arrivé contre elle, il faisait vraiment pas beau. À quel point vous trouviez, je ne sais pas si vous avez considéré ça, mais est-ce que vous aviez vu que c'était un avantage pour vous, le fait qu'il n'allait pas faire beau, que peut-être justement ça allait réduire l'écart entre les deux équipes parce qu'il allait peut-être avoir des ballons échappés et des choses comme ça à cause de la température? Effectivement, la température était de notre côté, je crois. Dans la position où que nous étions, justement, comme on peut dire, underdogs, c'est sûr que la température, je crois qu'elle nous a aidés. Parce que, veux pas, avoir un ballon mouillé avec la température, c'est sûr que ça limite un peu les jeux qu'on peut faire. Mais ce qui nous avantage, c'est que nous, à Montmorency, on est vraiment comme une équipe qui va driver le terrain petit à petit par des petits gains pour ensuite prendre le premier essai. Puis je crois que on a été capable, justement, vu que la température nous le permettait, on a pu justement comme driver peu à peu, puis pas juste comme faire des longs jeux à développement qui sont des fois plus difficiles avec la température. Encore une fois, vous êtes retrouvés en prolongation. Cette passe-là, puis j'espère que les gens vont avoir la chance de la revoir. Là, je l'ai mis sur mes réseaux sociaux quelque part, mais en fait, je l'ai retagué plus loin, mais je vais essayer de la retrouver et la replacer. Mais cette passe-là qu'Elisabeth t'a lancée à un endroit parfait où il y a juste toi qui pouvais l'attraper, mais fallait l'attraper parce que c'était vraiment pas évident. C'était du textbook, je surveille mes pieds, il restait juste le bout de tes pieds dans le coin. T'as attrapé ça. C'était, le moment était là. On avait le duo parce qu'on en reparlera tantôt. Vous êtes des complices depuis longtemps. Puis en plus, réussir ce jeu-là à ce moment-là, qui est un jeu extrêmement difficile. Est-ce que vous aviez prévu ça, elle et toi, de dire OK, je m'en vais me placer là, c'est mon jeu, oui, tu avais ton route, mais est-ce que tu savais que le ballon venait vers toi? Parce que tu as joué un gros match d'ailleurs dans cette finale. Ouais, c'est sûr que, en fait, j'espérais que le ballon vienne vers moi. Quand on a vu le jeu, j'ai vu le jeu. En fait, on a discuté, on a décidé quel jeu c'était. En fait, François a décidé, mon coach, d'ailleurs. Oui. en voyant, dans le fond, le jeu, justement, Elisabeth, elle me dit, OK, là, fais-le bien. Puis j'étais comme, oui, je vais le faire bien. Puis là, on l'a fait. Puis je voulais avoir la balle, je voulais l'avoir. Puis je pense que c'est ça qui a fait qu'on a réussi. Mais il y avait quand même deux joueuses très, très, très proches de toi. Tu sais, c'est pas juste que tu étais placé là, c'est que
la défensive n'a pas mal faite. La passe était parfaite, le catch était parfait. Fait il y avait ça qui rajoutait aussi. Puis c'est drôle, parce que j'en ai parlé avec François, j'ai discuté un petit peu avec lui, puis il me dit, tu sais, si tu regardes ça, c'est probablement pas la passe à faire, il y en avait probablement une autre à faire qui était plus libre. Mais bon, regarde, ces deux-là, c'était choisi pour ce jeu-là, puis ils l'ont fait, tu sais, c'est parfait. Tu peux rien dire contre ça, mais à la fin, c'était-tu le jeu avec les plus hautes probabilités? Pas nécessairement. Mais bon, il a marché. Ça a dû être un feeling extraordinaire, là. Vraiment. Surtout que, en fait, l'année prochaine, je m'en vais à l'Université de Montréal. Le fait d'avoir quand même, honnêtement, je suis quand même contente de ma performance lors de la finale. C'est sûr que, tu sais, d'avoir fait comme ce dernier jeu-là, puis c'était comme contre l'équipe contre qui je vais jouer, puis ça m'a donné beaucoup de confiance, puis on dirait que ça m'a prouvé que je suis prête au prochain niveau. C'est sûr que l'avoir sur le moment, la joie qui est venue en moi, j'étais vraiment contente. Ben, c'est dur. C'est dur de ne pas être content à ce moment-là. Si tu ne l'es pas dans la vie, c'est parce que tu n'es pas dû pour l'être. Écoute, on va revenir justement sur ton parcours parce que ça a été une fin de semaine fantastique. Puis comme je disais, j'ai parlé un petit peu avec ton coach François Deslauriers. Puis lui-même disait, écoute, c'est presque une aberration d'avoir réussi à gagner tous ces matchs-là parce qu'il dit, tu sais, dans 9 fois sur 10, ces équipes-là de nous battent. Mais bon, ça donne qu'en fin de semaine, c'était 1 fois sur 10, on l'a eu à chaque fois. T'sais. Mais nonobstant ça, vous avez formé une excellente cohorte de joueuses. Tu en as parlé un peu. Qu'est-ce qui a amené à former cette cohorte-là? Est-ce que vous êtes des filles? Bon, je parlais avec Elisabeth, la carrière, vous connaissez depuis longtemps. Est-ce que vous êtes toute une gang de filles qui vous connaissez depuis longtemps, du secondaire? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui viennent de la même école que toi? Je pense que c'est de Saint-Sacrement que tu viens. Bon, est-ce que vous êtes plusieurs et avoir décidé ensemble d'aller jouer à Momo puis de faire, cette complicité-là est importante au flag football? Est-ce que c'est ça? Là? Est-ce que vous êtes vraiment plusieurs là, de cette cohorte-là à être venus ensemble? Qu'est-ce qui a fait que vous avez bâti ça avec le temps? Dans le fond, ce qui est arrivé, pourquoi on est allé à Montmorency? Parce qu'au départ, Montmorency était en Division 2. Mm-hmm. Puis nous, dans le fond, moi, Elisabeth et Julia Paradis-Roberge, dans le fond, les trois, nous étions au Collège Montmorency. Non, nous étions au Collège Saint-Sacrement. Donc, au Collège Saint-Sacrement, on a joué, en fait, moi et Elisabeth, on joue depuis secondaire 1 ensemble. Puis, en secondaire 3, Julia est venue nous rejoindre dans notre équipe. Dans le fond, pourquoi on s'est ramassé à Montmorency? C'est qu'en 2018-19, dans le fond, j'ai fait partie de l'équipe Team Québec U16. Puis, justement, c'est là que j'ai fait la rencontre de François, qui était mon coach. En fait, c'était le coach défensif de mon équipe de Team Québec. Mm-hmm. Donc, c'est là que j'ai pris contact avec lui. Puis déjà là, il m'avait comme un peu dans sa poche. Il m'écrivait. Il voulait que je vienne jouer pour lui rendu au collège Montmorency. Puis, dans le fond, Elisabeth, elle avait un offre pour aller jouer pour les Nordiques du collège. Lionel Groux. Oui, Lionel Groux, exactement. Puis, moi, il ne m'avait pas contacté. Puis, moi puis Élie, on voulait continuer à jouer ensemble. Fait que Élie, au début, elle habitait proche de Lionel Groux. Puis, elle, c'était vraiment plus facile pour elle aller à Lionel Groux. Mais j'ai convaincu Élie de venir, de me suivre, puis de venir à Montmorency pour qu'on joue ensemble. Puis, François nous avait pas, je ne sais pas s'il nous l'avait promis, mais notre but, en fait, c'était de rejoindre les nomades, puis de faire monter l'équipe pour qu'on puisse gagner, justement. Puis même si c'était en D2, on aurait pu aller jouer dans le D1, mais on s'est dit, on va aller en D2, puis on va faire monter notre équipe D1, puis on va pouvoir, justement, comme créer une équipe un peu. En fait, ouais, on voulait gagner. Fait que dans le fond, François a réussi à vous vendre l'idée de hey, venez bâtir un peu, amener le programme à un plus haut niveau. Vous allez être les fondations, si on veut, de quelque chose de nouveau pour les nomades de Montmorency. Puis c'est un peu ça qui vous a vendu, c'est comme ça que je le comprends.
Exactement. Puis il y avait aussi Abigail Perrault, qui était un peu qui est plus vieille que nous, mais qui est maintenant une joueuse de l'Université de Montréal. Dans le fond, Abby, elle jouait pour les Nomades. Puis elle venait aussi du Collège Saint-Sacrement. Donc, elle nous a aussi comme, tu sais, le fait de rejouer avec elle, ça nous a comme incité à y aller. Puis le fait de partir une équipe, d'essayer de la construire avec nous, ben c'était vraiment comme une offre intéressante. C'est quand même le fun parce que il n'y a pas tout le monde qui fait ça quand il fait le choix. Souvent, on veut aller vers les équipes gagnantes, on veut tout de suite aller faire ça. Et ça, c'est tout à ton honneur, à votre honneur, en fait, d'avoir accepté d'aller prendre ce programme-là puis en faire quelque chose de cette façon-là. C'est quand même une grosse décision parce que, comme je dis, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Pourquoi toi et Elisabeth ensemble, puis évidemment, je vais te demander de parler pour toi, mais pourquoi, ça t'a appelé faire ça, plus que justement aller en D1 puis dire, OK, je vais aller dans un gros programme, je vais continuer de me développer. Pourquoi cette décision? Ça a penché dans la balance. Ben, honnêtement, je crois qu'il y a beaucoup, je pourrais donner beaucoup à François, parce que François, j'avais eu la chance de gagner un championnat canadien avec lui. Puis, j'ai trouvé que c'était vraiment j'aimais comme sa façon de coacher, j'aimais la personne qui était. Donc, c'est sûr que c'était le fait de voir, même lui voyant en moi la joueuse que j'étais. Ben, c'est sûr que personnellement, de voir qu'un coach croit en toi, ben, ça tente de poursuivre avec ce coach-là, puis de justement te développer. Fait que le fait qu'il croyait beaucoup en moi, ben, ça m'a aidé à justement je voulais vraiment comme me développer en tant que joueuse. Donc, j'ai décidé d'aller avec François, puis d'amener mes acolytes, Julia et Élie. Et est-ce que tu sais, le flag, est-ce que c'était ton sport au secondaire ou tu as fait d'autres sports? Parce que, tu sais, oui, tu l'as mentionné tantôt, puis on en parle souvent ici, tu sais, à Bulletin sportif, effectivement, ça fait 3 ans là, que ça existe au niveau universitaire. Avant, ben, après le cégep, tu tombais dans des ligues civiles. Fait que le fait si on veut, de voir que comment je pourrais dire, le sommet qu'on peut atteindre, ça oblige à sortir des rangs de l'école. Des fois, fait en sorte que les filles, comme sport numéro 1, vont choisir plus longtemps, par exemple, le soccer, peu importe, là, ils vont jouer à d'autres choses. Est-ce que le flag est ton sport depuis longtemps? Est-ce que c'est le sport sur lequel tu mets le plus d'énergie depuis longtemps? Oui, honnêtement, quand j'étais plus jeune, j'ai essayé plusieurs sports. J'ai déjà joué au soccer quelques années, mais c'était pas très concluant. Mais dès secondaire 1, j'ai vraiment comme trouvé ma passion. Je me suis inscrite au flag football, j'ai trouvé ma passion, puis c'est vraiment comme mon sport de prédilection. Puis honnêtement, en fait, justement, mon choix, quand je suis allée au cégep, dans le fond, moi, j'avais prévu faire 3 ans, justement, parce que je savais pas qu'il allait avoir d'universitaire. Puis je voulais faire comme 3 ans pour étirer mon parcours, pour pouvoir jouer le plus longtemps possible. Donc, c'est pas mal ça qu'on s'avait dit entre moi, Elisabeth et Julia. On voulait tirer pour jouer le plus longtemps possible. Mais là, justement, il y a eu l'arrivée du sport, en fait, du flag football universitaire. Puis c'est sûr que ça a été vraiment quelque chose de le fun de savoir que je vais pouvoir continuer à faire ma passion tout en continuant les études. Parce que pour moi, les études, c'est sûr que je suis un peu... honnêtement, le flag me permet m'aide d'aller à l'école. C'est vraiment ma motivation. Puis, parce que je sais pas exactement ce que je veux faire dans la vie, mais le flag me permet de continuer puis de aller à l'université. Mais ouais. Je sais plus c'était quoi déjà la question, mais je sais pas si j'ai répondu. Oui, absolument. Non, c'est ça. Je voulais voir justement comment le fait. Parce que je te demandais, dans le fond, si c'était ton sport depuis longtemps. Parce que c'est ça, là. C'est souvent, n'importe qui va choisir un sport, admettons, au milieu du secondaire, va dire, bon, OK, ça, c'est mon sport. Puis, sans se projeter nécessairement tant dans le futur, mais à un moment donné, tu dis, OK, je me donne des objectifs, puis que tu les atteignes ou non, c'est une affaire, mais le fait que le flag a comme une limite, avait une limite du moins à ce moment-là qui était avant l'université, aurait fait en sorte que les choix auraient pu être différents. Puis toi, dans ton cas, c'est ça, c'est le flag, c'est ta passion, fait que c'était ça. Et là, c'est le fun parce que ça te permet de continuer justement à l'université.
Mais là, tu t'en vas à l'Université de Montréal l'an prochain. Je pense qu'Élisabeth aussi va à l'Université de Montréal l'an prochain. Est-ce que Julia va à l'Université de Montréal aussi l'an prochain? Malheureusement, non. Elle va jouer pour l'UQAM. OK, fait que là, ça va devenir une adversaire, là, c'est excellent ça. Justement, là, il va se passer bien des affaires parce que le flag football est devenu un sport qu'on va voir arriver aux Jeux olympiques en 2028. Rendu là, est-ce que c'est quelque chose que tu regardes? Parce que le Québec est très fort à l'intérieur du Canada, parce que le Canada est un pays fort. Quand tu es une fille de haut calibre au Québec, tu peux, j'imagine, penser que tu as une chance. C'est quelque chose que tu entrevois? C'est quelque chose que tu vises? C'est mon objectif en ce moment. Okay. Donc, c'est vraiment mon objectif. J'aimerais vraiment faire partie de l'équipe Team Canada aux Olympiques. J'ai encore beaucoup de travail à faire, mais c'est vraiment ce que je vise en ce moment. Est-ce que le choix d'aller travailler, d'aller à l'Université de Montréal est relié à cet objectif-là, aller travailler avec ces coachs-là? C'est sûr, d'être coaché par Alex Desjardins, François Bougie, Rachel. Honnêtement, c'est quelque chose qui m'a vraiment attirée. J'ai beaucoup parlé avec Alex, puis j'aime sa façon de voir comme le jeu. J'aime vraiment, je l'aime vraiment comme coach. Donc, c'est sûr que l'Université de Montréal, je crois que c'est par là que je vais être le plus m'améliorer en tant que joueuse. Donc, c'est sûr que mon choix, le fait aussi qu'Élisabeth allait à l'Université de Montréal, ça m'a aussi aidé. Mais honnêtement, avoir ma place dans l'équipe, c'est vraiment quelque chose que je suis contente pour l'avenir. Puis comment c'est amené là, ça pour l'instant? Parce qu'évidemment, là, tu vas partir du secondaire, après ça, tu es allé bâtir un programme, aider à bâtir un programme, une fondation là. Tu vas arriver à l'Université de Montréal, qui est, on l'a dit tantôt, une équipe hautement établie, avec des joueuses qui en ont vu d'autres, en masse d'expérience et tout. Oui, il y en a qui vont quitter, évidemment, là, il y a un cycle toujours. Mais est-ce que comment tu entrevois justement ça, ton arrivée là? Est-ce qu'il y a je ne veux pas dire une crainte, mais est-ce qu'il y a un élément de te dire, OK, ça se peut que je sois, j'ai beaucoup moins de temps de jeu au départ, ou si tu te vois tout de suite comme une partante qui va avoir un impact, là, comment ton niveau de confiance, ou en tout cas, comment tu envisages ça? Ben, c'est sûr que il y a une semaine, c'est sûr que j'étais... Parce que être une joueuse de flag football, c'est peut-être un bon 80% mental, puis le reste, ça va être physique. Sauf que la force mentale, c'est qu'est-ce qui va t'aider à compléter tes balles, compléter tes tracés, de performer. Puis, il y a une semaine, c'est sûr que j'étais quand même intimidée à l'idée d'aller jouer avec les filles de l'Université de Montréal. Ils sont vraiment bonnes. Honnêtement, c'est toutes des très bonnes joueuses. Fait que c'est sûr que ça peut être intimidant d'arriver justement dans une équipe où les joueuses sont déjà très, très bonnes. Mais je crois, en fait, avec notre tournoi, on dirait que je suis rendue à la prochaine étape. Je suis rendue, moi aussi, à aller me développer davantage. Puis, je crois qu'en fait, je suis rendue au niveau universitaire. Donc, c'est sûr que je le sais que rendue à l'université, je vais avoir moins de temps de jeu que j'en avais au Collège Montmorency. Mais je suis prête à faire ça pour pouvoir jouer avec les meilleurs, puis de pouvoir moi-même devenir meilleure. Là, avec les équipes collégiales, justement, comme vous autres, évidemment, surtout vous autres, mais tu sais, les équipes collégiales qui affrontent des équipes universitaires, puis vous voyez que vous êtes capable de jouer au même niveau qu'elles, est-ce que tu sens que le sport du flag football est en train de prendre encore plus de force, si on veut, au Québec, ou est-ce que là, les bonnes athlètes choisissent le flag? On le disait tantôt, quand tu choisis un sport, là, quand les bonnes athlètes choisissent le basket, le soccer, le volley, là, s'il y en a qui se mettent à choisir le flag de plus en plus, veut pas, ça va améliorer le bassin de joueurs, ça va améliorer la compétition. Est-ce que tu sens que c'est déjà en train de se faire, ça? Oui, c'est sûr, même au niveau secondaire. Je vais prendre l'exemple avec le collège Bourget. Dans le fond, ils ont un programme déjà, un programme intensif en fait de sport-études de flag football. Déjà là,
ça l'aide le fait que les filles jouent à chaque jour, qu'ils pratiquent. C'est sûr que ils deviennent vraiment rapidement, ils peuvent compétitionner plus rapidement. Puis le fait que justement, il y a des programmes comme celui-ci, ben ça peut aider justement l'expansion du sport. Puis que les filles, déjà là, mettons, si on regarde de nos recrues cette année, je vais donner un exemple de Justine Côté. Il y a aussi Élodie Fournier. C'est 2 joueuses du Collège Bourget qui sont, honnêtement, elles sont à notre niveau, sont extrêmement bonnes. Ils ont déjà une longueur d'avance sur beaucoup qui arrivent du secondaire. Puis, c'est ça, le fait qu'il y ait des programmes puis qu'il y ait beaucoup de camps ça l'aide justement l'expansion du sport au Québec. Et là, toi, sur quoi faut que tu travailles personnellement? Tu sais, si tu avais à dire, OK, pour passer au prochain niveau, continuer à t'améliorer, est-ce que tu as des coachs qui t'ont déjà dit sur quoi ils voudraient que tu travailles ou toi-même, tu t'es donné des objectifs? Sur quoi? C'est sûr que j'ai souvent, mettons, c'est plus comme des points techniques. Quand, mettons, je fais des tracés comme plus deep, on va dire, c'est sûr que sortir mes mains à la dernière seconde, attaquer plus ma balle, c'est sûr que ça, il faut tout le temps attaquer sa balle. Parce que rendu avec des joueurs contre des filles universitaires, ben la défensive va attaquer la balle, puis on veut sécuriser le catch. C'est sûr que de garder aussi un mental, en fait, constant, parce qu'en tant qu'athlète, je pense que c'est pareil pour tous les sports, mais le mental, c'est vraiment important. Fait d'être capable de malgré une erreur, malgré un ballon échappé, mais le jeu d'après, il faut être prête à l'attraper puis de faire le jeu. Donc, c'est de garder le mental constamment puis de renforcer ça. Là, faites-vous des tournois? Est-ce que vous inscrivez? Puis là, je dis vous, là, ça peut être l'équipe de Montmorency ou un groupe de filles entre vous autres. Est-ce que vous inscrivez dans des tournois pendant l'été? Est-ce que vous faites des événements comme ça ou à un moment donné, ça prend un off-season, vous allez décrocher, vous entraîner, mais sans nécessairement jouer des matchs et des tournois? Comment ça se passe? C'est sûr que c'est essentiel d'avoir des moments de repos. Mais cet été, en fait, je vais aller avec justement Elisabeth. On s'en va avec des filles de l'Université de Montréal. On s'en va à Nashville pour un championnat. Puis, nous allons aussi aller à New York pour un autre championnat. Rien de trop beau, il n'y a pas de problème. Fait qu'un petit peu de tour des États-Unis pour aller montrer ce que vous savez faire. Exactement. Excellent. Question. D'après toi, là, je lance ça comme ça parce que je connais du monde qui te lancerait le défi. Si on mettait une gang de gars de l'équipe de Cégep Montmorency, random de même, qui décident de jouer contre vous, qui n'ont pas joué au flag, mais qui jouent de même, ils vous battent ou pas? Non. Définitivement non. Excellent, excellent. Je suis content, je vais te le faire dire parce que j'entends du monde des fois dire que ce serait le contraire. Souvent, les gens sous-estiment un peu notre sport. Ben oui. Honnêtement, pour avoir joué dans des équipes mixtes, honnêtement, les filles, on est très bonnes. On est capable. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu. Je n'ai pas de doute avec ça. Puis je le sais, en fait, il n'y a pas de trouble. Puis, je pense que le monde sous-estime aussi le fait de pratiquer un sport en particulier, puis surtout de bâtir la cohésion avec ton groupe, fait en sorte qu'à un moment donné, tu arrives à un niveau que c'est pas juste courir vite, c'est pas juste d'attraper des ballons, c'est être capable de le faire à des moments clés de telle façon, puis c'est ça, le monde l'oublie des fois. Exactement. Good. Hey, écoute, Anne-Frédérique, un énorme merci. J'aurais jasé avec toi encore un bon bout de temps. Franchement, c'était super intéressant, tu es super sympathique, vraiment, c'était cool. Je vais te souhaiter la meilleure des chances avec l'Université de Montréal, mais dans tes tournois aussi avec ta nouvelle gang. Bonne chance. On va te suivre. On va te suivre avec grand intérêt. Puis, garde, longue vie au flag, puis surtout à toutes les joueuses là, qui embarquent là-dedans. Embarquez. Là, il y a des belles choses qui s'en viennent pour le flag. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Salut.